Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Bonjour Isabelle Buron, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le deuil. On a choisi ce sujet d'interview car nous avons perdu une amie proche il n'y a pas longtemps. Pour nous, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur, c'est pour cela que nous avons quelques questions à vous poser. Les jeunes ont plus de mal à cacher ou gérer leurs émotions. Le deuil est-il plus compliqué chez les jeunes que chez les adultes ? À l'adolescence, on a déjà acquis toutes les notions qui tournent autour de la mort. Qu'est-ce que c'est quand on perd quelqu'un ? Par rapport à un enfant qui a peut-être une vision de la vie, de la mort un petit peu plus floue. À l'adolescence, en fait, toutes les notions, elles sont acquises comme à l'âge adulte. La différence qu'il va y avoir, que vous allez rencontrer, c'est la gestion des émotions, qui se fait pas de la même façon, en fait, quand on est adolescent où il y a tout un tas de remaniements qui se font, que quand on est adulte où on est censé savoir mieux gérer nos émotions et mieux garder les normes sociales qu'on peut avoir dans notre quotidien. C'est la principale différence qu'il peut y avoir entre un adolescent et quelqu'un qui est vraiment passé à l'âge adulte. Notamment aussi parce que à l'adolescence, quand on vit la perte de quelqu'un, il y a ce choc à encaisser, mais à côté de ça, il y a aussi toutes les choses de notre quotidien, les difficultés qu'on peut vivre à l'école ou dans sa famille ou avec ses amis. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui vont se surajouter les unes aux autres et qui font qu'on a l'impression que c'est plus dur à l'adolescence qu'à l'âge adulte. On dit souvent que les hommes cachent leurs émotions, gardent tout pour eux et qu'un homme qui pleure est un homme faible. Est-ce bien de tout garder pour soi et comment les hommes réagissent-ils lorsqu'ils apprennent un décès ? Tout garder pour soi, c'est pas forcément la meilleure solution, mais ça, je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. On va souvent observer des réactions émotionnelles qui vont s'exprimer différemment chez les hommes et chez les femmes. Les femmes auront plus tendance à parler de leurs émotions, de leurs ressentis, alors que les hommes vont être un petit peu plus dans une attitude silencieuse, introvertie, à garder pour eux ce qu'ils ressentent et à pas partager avec leur entourage. C'est pas forcément ni une mauvaise chose ni une bonne chose. En fait, on gère chacun nos émotions comme on le peut. Dans le quotidien, on a tendance à observer un petit peu ce genre d'attitude. Par exemple, un papa qui aura perdu un enfant, il aura peut-être des petits rituels qui va se créer pour lui, des choses qu'il va vivre seul sans forcément partager à la maison avec le reste de la famille. Alors qu'une maman, peut-être qu'elle aura plus tendance à parler du manque, à parler de tout ce qui va autour de cette perte soit d'un enfant ou d'un parent. À la suite d'un décès, à une perte ou un changement brutal dans notre vie, on entre dans ce que l'on appelle une période de deuil. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est le deuil ? Alors, le deuil, en fait, c'est un état affectif douloureux qui est provoqué par la mort d'un être aimé et c'est la période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition. Alors cette définition, elle fait surtout allusion au décès d'un proche, mais c'est vraiment lié à toute perte, toute transition qu'on peut vivre dans sa vie. Donc en fait, le deuil, c'est pas uniquement le fait de perdre un être cher, un ami, quelqu'un de sa famille. C'est aussi, par exemple, une personne qui va passer à la retraite. Il va falloir faire le deuil de la vie sociale d'avant. Quelqu'un va vous changer de lycée, il faut faire le deuil de toutes les habitudes, de vos amis, de vos repères. Donc en fait, toutes les petites épreuves qu'on vit dans la vie, c'est comme des deuils en fait, on passe un peu par les mêmes phases. On dit souvent qu'il y a de nombreuses étapes dans le deuil. Pour vous, quelles sont les grandes étapes ? Alors les étapes du deuil, elles ont été décrites par de nombreux professionnels, mais notamment une psychiatre américaine qui s'appelle Elizabeth Kubler-Ross, qui a décrit un petit peu, on va dire, les grandes lignes des moments par lesquels on passe dans le deuil. Je vais vous les définir brièvement, en insistant quand même sur le fait qu'on décrit des étapes, mais par contre, quand on est endeuillé, on ne les vit pas forcément dans le même ordre. Elles n'ont pas toutes la même durée selon l'individu. On peut faire des retours en arrière, on peut avoir l'impression d'avancer par moments et puis de régresser à d'autres. Donc c'est vraiment des étapes qui ont été définies parce que c'est des choses qu'on retrouve un petit peu dans tous les suivis de deuil que l'on peut faire. C'est un peu des repères pour les personnes elles-mêmes, mais il ne faut pas se dire si je ne suis pas passé par là, c'est que mon deuil est mal fait. Faire son deuil, d'abord, c'est un concept un peu compliqué
expliquer. C'est une façon de dire qu'on avance dans la vie, mais c'est pas forcément passer par l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. C'est pas linéaire en fait, de traverser ce genre d'épreuve. Et en fait, dans les étapes qu'elle a pu décrire, on peut dire qu'il y a en premier ce qu'on appelle le choc et le déni, donc c'est-à-dire la première réaction quand on apprend le décès de quelqu'un, où on est un peu en état de choc, on n'a pas de mots, on est un peu sidéré. On peut aussi avoir des personnes qui se retrouvent à l'annonce d'un décès sans émotion, comme si d'un coup elles étaient anesthésiées et qu'elles ressentaient plus rien. Et puis ensuite il y a cette petite période du déni qui va être vraiment le moment où on vous annonce une triste nouvelle et vous pouvez pas y croire en fait. Pour vous c'est quelque chose, ça paraît pas réel, c'est comme un mauvais rêve, on se dit qu'on va se réveiller puis finalement quand on se réveille c'est toujours là et la personne a vraiment disparu. Suite à ça, en fait on va ressentir la colère, ça c'est une émotion qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes, puisque tout à l'heure on parlait un peu de savoir s'il y avait des distinctions. La personne, elle va ressentir, face à la perte de quelqu'un, elle va ressentir vraiment, ça peut être de la colère vis-à-vis de la personne décédée elle-même, en se disant, c'est quelque chose d'inconscient, mais en se disant pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi t'es parti. Et cette colère, elle peut aussi être adressée aux autres, à son entourage qui va peut-être pas comprendre les réactions quand on est endeuillé. On peut aussi être en colère face aux personnes qui ont pris soin de la personne décédée puis qu'on n'a pas réussi à sauver. Donc voilà, il y a toute une phase comme ça de colère qui va s'exprimer de différentes façons et qui petit à petit va s'apaiser, peut-être après avoir eu aussi des temps d'échange en famille, entre amis, avec aussi peut-être les professionnels qui ont pu être en contact avec la personne décédée et expliquer ce qui s'est passé réellement et pourquoi malheureusement le décès survient. Suite à ça, il y a une étape aussi qui s'appelle le marchandage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les suivis de deuil qu'on peut faire. C'est un petit peu comme pour les enfants, la pensée magique. Si je me comporte bien ou si je fais quelque chose de bien à la maison, tout va s'annuler et il va revenir. C'est la pensée magique, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans l'enfance, mais aussi parfois à l'âge adulte. Par exemple, quand on vit la perte de quelqu'un, le temps passe et puis au bout d'un moment, on se dit ça y est, j'ai attendu assez longtemps, je vais le retrouver. C'est un petit peu ça qui nous arrive dans le temps qui s'écoule après le décès de quelqu'un. Quand on se rend compte que c'est pas réalisable, en fait, il va y avoir un petit peu un passage au désespoir, à la tristesse, ce qu'on appelle aussi parfois la dépression. La dépression, la déprime aussi, on dit, c'est quelque chose qu'on expérimente au moment où on se dit qu'on est impuissant à changer quoi que ce soit à ce qui nous est arrivé. Et du coup, on peut aussi avoir un petit peu de culpabilité en se disant mince, si j'avais su, peut-être que j'aurais pas dit certaines choses. Maintenant que je peux plus réparer, que je peux plus revenir en arrière, c'est un petit peu des sentiments qui vont échelonner le temps qui s'écoule et la façon dont nous, en tant qu'endeuillés, on va pouvoir gérer notre tristesse, notre peine. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est des éléments qu'on retrouve en fait dans tous les entretiens qu'on peut faire avec les personnes endeuillées. C'est pas forcément dans un ordre prédéfini. Et après tout ça, finalement, on arrive à la phase d'acceptation. Et en fait, l'acceptation, ça veut pas dire oublier, ça c'est quelque chose d'important à retenir, c'est que le fait d'accepter la perte, ça vient signer la possibilité pour nous de continuer à avoir une vie la plus normale possible, sans s'effondrer à chaque fois qu'on évoque la personne décédée, sans être en colère comme on a pu l'être, et on peut de nouveau vivre des choses, créer de nouveaux souvenirs aussi en famille. Tout à l'heure je faisais allusion peut-être à la perte d'un enfant ou d'un père ou d'une mère, donc l'acceptation elle vient vraiment signer ça. Quand on se rend compte qu'on arrive à vivre de nouveau des choses, à avoir des moments de plaisir, à avoir des moments où on peut se changer les idées, on est un peu dans cette phase d'acceptation et petit à petit la vie reprend son cours. Vous venez de nous parler du deuil et de ce qui se passe au niveau psychique. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe au niveau physique ? Alors au niveau physique, il y a tout un tas de symptômes en fait qu'on va observer. Souvent, en premier, il y a une grosse fatigue, un épuisement moral, c'est-à-dire qu'en fait, ils perdent le sommeil. Ou alors quand ils dorment, c'est des cauchemars, c'est des nuits très agitées. Donc ça, c'est un des premiers symptômes qu'on rencontre. Après, il va y avoir des symptômes physiques, des dérèglements de la sphère gastrique, on va dire. Tout est déréglé dans le corps parce que en fait, c'est une réaction au stress. En fait, le stress, ça génère plein de symptômes
symptômes physiques, ça peut générer également des douleurs qui vont se réveiller ou qui vont se manifester, des maux de tête, tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment en fait liées au stress. Il y a certains médecins qui observent aussi que parfois en fait ça crée aussi des troubles cardiovasculaires et c'est vrai que souvent, par exemple dans le service où je travaille, il y a des personnes qui sont là à accompagner un proche et puis qui nous disent attention, ma mère est cardiaque, le moment où mon papa va décéder, soyez là pour elle parce qu'elle est cardiaque. En fait, c'est vrai qu'il y a vraiment une réaction viscérale, physique, que personne ne peut contrôler, Donc après, c'est à l'entourage d'être là aux petits soins pour pouvoir être au plus près des besoins des personnes qui sont un petit peu plus en difficulté, on va dire, pour gérer les moments compliqués. On dit souvent que la durée moyenne pour faire un deuil est entre 6 et 24 mois. De quoi va dépendre la durée du deuil ? Alors moi je considère que la durée du deuil au départ c'est vraiment l'attachement qu'on pouvait avoir à la personne, la façon dont on est entouré aussi, les ressources que l'on peut avoir soi-même pour pouvoir gérer les émotions qui sont liées à la perte. Donc c'est vrai qu'on dit entre 6 mois et 2 ans, c'est un créneau assez long. Moi je remarque qu'il faut considérer toute une année en fait qui suit le décès d'une personne. En fait c'est toutes ces choses qu'on vit pour la première fois sans la personne. Et en fait, c'est comme des espèces de petits anniversaires, on va dire. La première fête, le premier Noël, on dit les fêtes de fin d'année. Cette expression, elle est dure à employer parce que c'est plus la fête, en fait. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent où on a l'impression qu'une fois qu'on a réussi à passer certains caps, les choses, elles sont un peu plus faciles parce qu'on a déjà été confronté une première fois après le décès. Certains avancent l'idée que les femmes mettent plus de temps que les hommes à faire leur deuil. Est-ce vrai ? La temporalité pour faire son deuil, elle est, je pense, un peu la même pour les hommes et pour les femmes. Après, c'est tout ce qu'il y a derrière, en fait, tout ce qu'une femme doit gérer dans son quotidien. Peut-être qu'elle se met plus de pression, plus de contraintes. En fait, on a tendance à dire qu'une femme, elle va être plus encline à parler de ses émotions, alors qu'un homme, il va garder les choses plus pour lui. Du coup, le temps pour faire le deuil, finalement, il n'est pas forcément plus long ou plus court, mais il est dans une temporalité différente. Tenir un journal peut être bien pour avancer dans son deuil. On peut également faire appel à des psychologues ou des thérapeutes comme vous pour surmonter un deuil. Mais peut-on faire des choses par nous-mêmes sans aide extérieure ? Sans aide extérieure, en effet, comme vous dites, peut-être passer par l'écrit, c'est une façon de partager, mais avec personne vraiment, mais d'extérioriser ce qu'on ressent. Donc ça peut être effectivement une aide pour pouvoir exprimer ses émotions si on ne sait pas à qui on peut se confier ou si on n'a pas envie dans un premier temps de se confier. Mais c'est vrai que souvent la parole, elle est libératrice. Donc le fait de pouvoir partager avec quelqu'un, que ce soit un ami, un parent, ça peut être aidant. Il y a tout un tas de choses qui est important en fait quand on vit le deuil, c'est vraiment de se dire bon, là il m'arrive quelque chose que je ne sais pas comment gérer, mais ce qui est important c'est vraiment de se dire il faut que je continue malgré tout à prendre soin de moi. Alors prendre soin de soi, ça passe par tout un tas de petites choses, c'est selon l'âge qu'on a bien entendu, mais ça peut être tout simplement sortir de chez soi et puis croiser un voisin, ou ça peut être envoyer un message à une amie pour pouvoir partager, dire bah là tout de suite ça va pas. Moi souvent je dis aux gens c'est ne restez pas seul quand vous sentez que vous êtes dépassé par ce que vous ressentez parce que ça peut mener à des drames tout simplement. Donc c'est important de se dire même quand on est seul en fait on peut toujours trouver quelqu'un. S'il n'y a pas de famille autour de vous, vous faites le 15 en fait, vous appelez, mais parler à quelqu'un. Il ne faut pas rester seul quand on se sent vraiment désespéré et qu'on ne sait plus comment gérer ses émotions parce que c'est dans ces moments-là en fait où on n'a pas forcément le meilleur raisonnement pour prendre soin de soi. Face à la mort, les mots sont difficiles à trouver. Comment peut-on apporter notre soutien à une personne qui vient de perdre quelqu'un ? Souvent, les personnes, quand elles perdent quelqu'un, elles n'ont pas forcément besoin de mots, elles ont besoin de présence. Et d'abord, en plus, quand on est auprès de quelqu'un qui est dans la peine, on ne sait pas forcément quoi lui dire parce que des fois, ça peut tomber à plat, ça peut être maladroit. Ça fait toujours du bien, en fait, de savoir qu'on a des gens qui pensent à nous. Mais par contre, ce qui est important pour les personnes qui vivent la perte, c'est vraiment de savoir qu'elles ne sont pas seules pour vivre les choses. Et souvent, encore une fois, je fais beaucoup référence à mon expérience, mais quand quelqu'un vit, par exemple, un veuvage, des personnes, elles me disent souvent, on prend de mes nouvelles et puis au bout d'un moment,
fait, tout ça, ça s'étiole. C'est-à-dire qu'avec le temps, les gens, ils reprennent le cours de leur vie. Sauf que nous, quand on est dans la peine, la vie, elle n'a pas encore repris. En fait, tout s'est arrêté et on ne sait pas comment s'y prendre. Et souvent, alors ces personnes-là, je leur dis, vous n'étiez pas en capacité peut-être d'aller rendre visite à des amis ou de recevoir des amis. Mais par contre, au lieu de leur dire non ou de ne pas répondre, envoyez juste un message et dites... Là, en ce moment, je suis pas bien, j'ai pas envie, mais renvoie-moi un message dans une semaine, peut-être que ça ira mieux, parce que les gens, ils ont pas forcément besoin d'aide au moment où nous, qui allons bien, on est disponible pour les aider, mais par contre, peut-être que 3 jours après, ils en auront besoin de cette aide-là, sauf que, en fait, si on laisse passer un petit peu le temps, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes tout venant, la vie, elle reprend son cours et ils se disent plus peut-être qu'au bout de 2 mois, oui, il est en souffrance et il aurait besoin que je lui passe un petit coup de fil parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais c'est un petit peu ça. Donc, on peut aider quelqu'un, pas forcément par des paroles, mais juste en lui montrant la constance de notre présence. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est qu'à l'âge presque adulte, adolescent, on n'a pas forcément de mots, on a plutôt tendance à se refermer sur soi-même. Et souvent, je conseille aux parents de effectivement respecter ce silence, mais par contre de toujours montrer qu'on est disponible, on est à l'écoute. Et si c'est pas nous, trouver un ami, une tante, un cousin, ou alors à l'hôpital, on est plusieurs psychologues en fait à intervenir pour les personnes qui ont besoin d'un temps de soutien. Donc c'est des choses qui existent. D'après vous, comment peut-on savoir où on en est dans notre deuil ? Savoir où on en est dans son deuil, c'est vraiment mesurer la façon dont on se sent, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'impression que j'arrive à refaire mes activités à peu près normalement ou est-ce que je suis toujours dans un état où j'ai envie d'être tranquille, où j'ai envie de voir personne. Donc ça permet d'avoir une petite idée de comment vous avancez dans ce processus d'acceptation. En fait, on ne se réveille pas un matin en se disant « Ah ça y est, j'ai fait mon deuil », c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, quand on regarde le chemin parcouru depuis la perte d'une personne qu'on aimait, on se dit « Ah oui, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi ». Et aujourd'hui, j'arrive à parler de lui ou d'elle sans m'effondrer, sans pleurer tout le temps. Ça, c'est un signe effectivement qu'on a accepté. Et encore une fois, accepter, ça veut pas dire oublier. Et souvent, on a besoin d'être rassuré sur le fait que vivre la vie, même après avoir perdu quelqu'un, ça veut pas dire oublier. Les gens qui disparaissent, les gens qui décèdent, en fait, on les oublie jamais. Ça n'existe pas. Par contre, on peut vivre en pensant à eux. On a aussi chacun nos petites croyances. Après, moi, j'ai pas de conviction particulière, mais voilà, on a chacun nos petits trucs qui nous aident aussi à se dire, je regarde le ciel et je pense à telle personne, ou tiens, il m'est arrivé ça, c'est ma bonne étoile. Voilà, la bonne étoile, c'est un petit peu tout notre imaginaire aussi qui nous permet de tenir bon quand on vit des choses difficiles. Vous travaillez dans le service des soins palliatifs de l'hôpital de Mâcon. En quoi est-ce que ça a changé votre rapport à la mort et au deuil ? Ce service, effectivement, j'y travaille depuis son ouverture en 2009. C'était pas forcément quelque chose de nouveau pour moi. En fait, quand on travaille en soins palliatifs, bien entendu, on est confronté à la mort, mais pas que. Par contre, on apprend aussi de notre expérience passée, que ce soit notre expérience professionnelle ou notre expérience privée. Mais au niveau professionnel, en fait, je pense qu'on a tous un cheminement qui nous mène à nous sentir utiles dans ce genre de service où effectivement on est confronté à la mort assez régulièrement. Que trouvez-vous le plus difficile dans ce métier où vous côtoyez beaucoup de personnes en souffrance ? C'est pas vraiment de la difficulté. Ce qui peut être difficile, effectivement, c'est la charge mentale qui est liée à cet accompagnement qu'on propose. Il faut savoir qu'à l'unité de soins palliatifs, on travaille beaucoup en équipe. On partage aussi beaucoup sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, mais c'est pas vraiment quelque chose de difficile en soi. Je pense qu'on est vraiment chacun fait pour une mission par rapport à d'autres personnes. Voilà, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise avec un public jeune, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise dans le domaine de la psychiatrie ou avec la périnatalité. En soins palliatifs, c'est quelque chose où on se renouvelle tous les jours. Chaque nouvelle situation, c'est une nouvelle expérience et c'est une nouvelle façon de concevoir son métier. En fait, on se remet en question un peu tous les jours, on vit des nouvelles choses et on partage aussi beaucoup. Pour finir, auriez-vous quelques conseils à donner aux personnes qui ont l'impression de ne pas arriver à surmonter le deuil ? Quand on n'arrive pas à surmonter le deuil, effectivement, on appelle ça le deuil pathologique. Bien souvent, ça survient quand
on s'est dit je vais y arriver tout seul, ou alors on s'est rien dit du tout et puis on a essayé de vivre la vie comme on a pu. Et finalement, il y a aussi des professionnels qui sont là pour aider les personnes quand elles sont vraiment dans un processus qui devient pathologique et qui devient gênant pour vivre leur quotidien. Ce qu'on peut conseiller effectivement, c'est de faire appel à un psychologue ou même d'aller voir son médecin traitant pour pouvoir se faire aider d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup à Isabelle Buron, psychologue au service de soins palliatifs de l'hôpital de Mâcon, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.